Île montagneuse au cœur du bassin occidental de la Méditerranée, la Corse a connu un peuplement tardif assez chaotique. À la fin de la préhistoire et au début de l'Antiquité, avec l'arrivée successive de communautés en provenance des côtes italiennes, mais aussi grecques et nord-africaines. Phocéens, carthaginois, étrusques et romains ont notamment exercé une certaine emprise sur les rivages de cette île, en y créant des comptoirs et des ports pour abriter leurs flottes, marchandes ou militaires. Totalement intégrée à l'Empire romain durant plusieurs siècles, la Corse se retrouve esselée à la chute de ce dernier, ayant perdu à la fois sa cohésion et son insertion dans des réseaux économiques jusqu'alors prospères. Succède alors une période très trouble et très floue, où se mettent lentement en place les composantes d'une nouvelle structure économique et politique. La Corse entre dans une ère nouvelle, soumise à des luttes et des enjeux renouvelés. À l'échelle de l'île, de puissantes familles seigneuriales érigent de petites armées pour conquérir des fiefs et soumettre territoire et population à leur autorité. Les guerres sont monnaie courante et les châteaux se font et se défont, à l'instar de ce qui se passe un peu partout en Occident aux mêmes périodes. À une échelle plus large, l'île redevient une place stratégique de première importance dans le bassin occidental de la Méditerranée, se trouvant à mi-chemin entre le vaste royaume d'Aragon, les cités-États d'Italie et le royaume de France naissant. Sur le papier, la Corse est prétendue appartenir au Vatican. Elle se trouve mentionnée dans la fameuse « Donation de Constantin », un document qui est censé offrir au souverain pontife l'ensemble des territoires faisant partie du patrimoine de Pierre. Dans la réalité, l'île n'est ni colonisée, ni même occupée par une puissance externe. Les influents royaumes qui l'entourent ont alors, chacun, des vues sur cette montagne qui émerge de l'eau et qui présente l'avantage de posséder d'innombrables marines et ports naturels. Du temps des galères, c'est-à-dire pendant 2000 ans, la Corse, c'est un enjeu extraordinaire parce que les galériens, ils rament, ils voguent l'été, juillet-août. Il fait chaud en Méditerranée. Ils sont 300, 380 sur une galère. Il fait chaud, ils transpirent. Un galérien boit à peu près 10 litres d'eau par jour. 380 hommes, 10 litres, ça fait presque 4000 litres d'eau par jour. Or, la galère, c'est un bâtiment, comme son nom l'indique, qui est un bâtiment de bâbord. Il n'y a pas de soute, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de réserve d'eau. Si on navigue 10 jours, 4000 litres d'eau par jour, ça fait 40 000 litres d'eau par jour. On ne peut pas les stocker. Donc la galère s'arrête tous les soirs. Elle suit des cartes que l'on appelle à l'époque des portulans et non pas des cartes, c'est-à-dire pour aller de port en port. Et ce qui est important, c'est l'escale. Et donc, on s'arrête dans les îles, parce que les îles, d'abord, on les voit en mer. C'est une nécessité. Le Monte Cinto, on le voit. Les volcans sur les côtes, le Vésuve, etc., on le voit. Donc, on a besoin de repères, et on sait que sous tel repère, sous telle montagne, il y a ce que l'on appelle des aiguillades. Les aiguillades, ce sont des rivières d'eau fraîche et pure, et le soir, on peut charger 4000 litres d'eau, et par conséquent, la galère a besoin, c'est une nécessité absolue, de faire de l'eau tous les jours. On tire la galère sur la plage, il n'y a pas besoin de quai, on n'a pas besoin de ponton, et on va chasser dans le coin des lièvres, des sangliers, des cerfs, et la Corse est donc regardée avec ce double intérêt, le gibier et l'eau. Et donc, toutes les colonisations
Et ça existe après jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avec Tahiti, avec l'Australie, avec Botany Bay pour la Pérouse, etc. Les îles sont regardées comme des nécessités pour reposer les hommes, pour réparer les mâts. La Corse, en plus, Jules César lui-même disait on peut réparer 50 galères en quelques jours en refaisant des mâts avec les pins Lariciaux. Et par conséquent, la Corse, tant qu'on a une navigation de galères, joue un rôle essentiel pour toutes les civilisations de Méditerranée. Au XIe et XIIe siècle, la Corse est encore une terre indépendante, soumise aux aléas des rivalités entre seigneurs locaux. L'Église catholique y est toutefois très implantée et exerce à travers les évêques et les prêtres une autorité morale et religieuse. Cette autorité s'exerce indirectement depuis Rome, via l'évêque de Pise, nommé à cet égard vicaire pontifical à partir du dernier quart du XIe siècle. C'est durant cette période, dite pisane, que l'île se dote de majestueux édifices religieux, au style roman très caractéristique. Les bâtiments sont sobres, austères, ne laissant filtrer que peu de lumière à travers quelques fenêtres en forme de meurtrières. C'est dans la pénombre, propice au recueillement, que se déroulent les offices. Le style architectural de la cathédrale de Marianne brille par son style très épuré, avec des lignes sobres et pures, d'une élégance simple et harmonieuse, sans extravagance et artifice exubérant. L'édifice se compose d'une nef rectangulaire, prolongée à l'est d'une abside semi-circulaire. Les décors sont rares, à l'exception de l'arc au-dessus de la porte d'entrée, où l'agneau de Dieu, portant la croix, est entouré d'animaux féroces. Au-dessus, une croix ajourée et un oculus achèvent la décoration de la façade. Les églises de Corse, comme celle de Carbigny, reprennent le même procédé architectural, cette même simplicité de lignes et de tons qui dessine l'harmonie souveraine du bâtiment. Sur les côtés de la nef étaient jadis insérés des bacchini, bols de céramique polychrome dont il ne reste aujourd'hui que les empreintes. En réalité, les différents édifices de l'île, qu'il s'agisse de cathédrales, d'églises ou de chapelles, sont presque tous construits selon un même modèle, ne variant pour l'essentiel que dans leurs dimensions. Ces trois catégories de bâtiments correspondent à trois échelles administratives de l'Église en Corse. Les chapelles, fort nombreuses, sont ainsi disséminées dans la campagne et jouent un rôle de rassemblement des populations rurales dans la chrétienté. Les églises sont plus rares, généralement une seule par vallée ou entité géographique. Ce sont des lieux où l'on baptise les populations et où se déroulent également des actes importants de la vie des communautés, notamment les actes de justice. Enfin, à l'échelle suprême se trouve la cathédrale, siège de l'évêché, d'où dépendent les autres structures. Vraisemblablement à l'origine, il y avait un seul évêché de Corse, a priori. On a un évêque de Corse, dans un document lucquois très ancien, on a 9e siècle, donc on a un évêque de Corse, et ensuite on a la construction des évêchés, des 5, puis ensuite des 6 évêchés de la Corse, avec un pouvoir vraisemblablement relativement important des évêques. Cela étant, on va minimiser quand même les choses. L'évêque n'est pas l'Église. L'évêque est très peu résident. L'évêque, on ne le voit pratiquement pas. Il y a quelques évêques qu'on va voir apparaître au fil du temps, mais ils sont peu nombreux. Beaucoup d'évêques qui ont eu des titres, des titulatures comme évêque d'Aléria ou évêque du Nebbio, etc., n'ont jamais mis les pieds en Corse de manière claire. Ils avaient un homme d'affaires qui s'occupait de leurs affaires directement, et ce jusqu'au Concile de Trente, donc c'est-à-dire jusqu'en 1563. Donc jusqu'en 1563, les évêques résidents, on peut les compter. C'est dans le nord de l'île, en Balagne, que l'on trouve les plus belles églises romanes de Corse, avec leurs parements colorés, très caractéristiques du style pisan de la fin du XIIe siècle, et que l'on retrouve dans les grandes villes continentales comme à Florence ou à Pise,
Ces bâtiments restent sobres, avec des lignes épurées, mais de nombreuses sculptures ornent les façades, évoquant à la fois des scènes bibliques, des animaux issus du bestiaire imaginaire médiéval, mais aussi le droit et la justice. L'église de Muratu est l'une des plus connues de Corse, avec la polychromie verte et blanche de ses murs, son clocher-porche et ses nombreuses sculptures, qui viennent agrémenter originalement les caractéristiques romanes traditionnelles. On y voit l'agneau de Dieu tenant la croix, encadré par 2 quadrupèdes à l'air menaçant, qui sont peut-être des chiens de l'enfer, et aussi la représentation de la tentation d'Ève par le serpent, qui, enroulé autour du pommier, lui présente un fruit. On y découvre également de multiples décorations anthropomorphes, animales ou géométriques, au sens parfois mystérieux. 2 personnages encadrent l'entrée du monument, l'un muni d'un bâton, l'autre portant une longue robe. Ces mêmes personnages se retrouvent ornant la façade de l'église d'Aregno. Ils symbolisent les pouvoirs ecclésiastiques et judiciaires. Sur le haut du fronton, un 3e personnage, le tireur d'épines, symbolise la délivrance de celui qui est accusé à tort. Le pouvoir qui s'exerçait alors en ces lieux de culte n'était vraisemblablement pas que spirituel. Les hommes d'église et les seigneurs féodaux régnaient en maîtres sur les communautés paysannes. Mais cette dominance du style architectural pisan signifie-t-il pour autant que l'île était placée sous le joug pisan ? Peut-on réellement parler d'une domination pisane sur les communautés insulaires ? Ce qu'on possède en fait sur les constructions concernant Pise sont plutôt des choses qui sont postérieures à cette installation. C'est-à-dire que sur la période elle-même, à ce jour, nous n'avons pratiquement rien. On sait simplement qu'il y a eu effectivement une domination de Pise à travers notamment donc la personnalité de certains évêques qui ont eu des délégations particulières de pouvoir qui ont été faites par le pape. Pour le reste, la documentation à ce jour, elle est extraordinairement faible. Les Pisans ont réorganisé les structures de l'église en Corse et ont permis l'édification de magnifiques monuments de culte. Mais ils n'ont pas bâti de cité à l'image de ce qu'ils ont fait en péninsule italique. Ils n'ont pas réellement implanté de places fortes ou même de garnisons. Les seuls documents dont on dispose ne font état que d'une seule implantation humaine dans l'île. Une petite bourgade à l'entrée du détroit de Bonifacio, sur un site hautement stratégique, qui contrôle la voie navigable entre la Corse et la Sardaigne. Cette position admirable fut l'objet d'une guerre de conquête entre Pisans et Génois à la fin du XIIe siècle. Après plusieurs décennies de raids et de destructions, au cours desquelles la cité changea plusieurs fois de main, Bonifacio devint officiellement une possession génoise en 1195. Pour les Génois, cette prise est capitale, à plus d'un titre. L'endroit est fondamental parce qu'il arrive, on est pratiquement dans les Bouches de Bonifacio, on peut organiser le commerce, il y a toute la possibilité de l'ouverture notamment sur la Sardaigne, et les Génois ont des implantations en Sardaigne, donc il faut se souvenir qu'ils ne sont pas que d'un côté, ils sont aussi de l'autre côté. Et donc cette installation est tout à fait importante pour eux. Et puis c'est prise sur les nuits, c'est aussi une prise sur Pise. C'était un point fort de Pise que les Génois ont conquis. Donc il y a les 2 éléments. En même temps, c'est une conquête, et puis c'est un endroit stratégique, et puis ça va devenir effectivement, dans une deuxième période, l'Oculus, et puis l'endroit à partir duquel on va faire un commerce triangulaire avec la Sardaigne. Très important, le commerce avec la Sardaigne est important pour les Génois, et donc l'emplacement de Bonifacio permet effectivement de faire un commerce de proximité qui va amener les produits sardes directement sur les tables des Génois.
À partir de cette période, les Génois essaiment des points de contrôle sur le pourtour de la Corse, en passant des accords avec certains féodaux comme les Damarais du Cap Corse, en récupérant certains châteaux comme celui de Caouria, en fondant une seconde cité au nord de l'île, Calvi, en 1278. En 1284, Gênes attaque et détruit la flotte de Pise au large de Livourne, près de l'îlot de la Meloria. Privés de flotte, les Pisans ne peuvent plus prétendre exercer un quelconque pouvoir en Corse. L'île bascule tout entière dans le giron génois. De manière claire, la construction autour d'un pouvoir pisan ou d'un pouvoir génois se heurte aux réalités. Les réalités, c'est que le véritable pouvoir est un pouvoir local. Ça, il faut le dire de manière claire. La seigneurie locale est la véritable seigneurie. Le vrai pouvoir, il est là. Ensuite, il y a un espèce de pouvoir presque supranational, une installation à un moment donné, des gens qui viennent, ils sont armés, ils sont en nombre, ils peuvent faire peur, ils peuvent brûler effectivement X châteaux et X villages, et donc il faut faire attention avec eux. Très bien. On va leur dire, on va peut-être faire copain-copain avec eux à un moment donné. Il faut savoir que lorsqu'ils sont repartis, leur pouvoir, il est retombé à zéro. Donc, s'imaginer qu'il y a un pouvoir pisan et que le lendemain de la bataille de la Méloure, arrivent les Génois qui ont remplacé le pouvoir pisan, le pouvoir pisan était vraisemblablement pas grand-chose, le pouvoir génois ne sera pas supérieur non plus. C'est valable jusqu'au milieu du XIVe siècle, avec la dédition de la Terra del Comune à Gênes. Alors là, de manière claire, là, il y a quelque chose qui s'effectue. Ça n'est pas quand même quelque chose de complètement acquis. Il suffit de regarder les choses dans la réalité. Du milieu du XIVe jusqu'au milieu du XVe siècle, la plupart des gouverneurs qui viennent en Corse sont des militaires. C'est-à-dire des gens qui viennent avec des troupes. Et Giovanni della Grosse dit, chaque fois qu'il va arriver un gouverneur, il dit, le gouverneur est arrivé avec une troupe, etc., de plusieurs centaines d'hommes. Voilà, il était là pour, d'une certaine façon, il a le stick à la main et il tape sur la tête des méchants seigneurs qui n'acceptent pas la domination toute théorique de Gênes. Donc, on est dans la théorie, on n'est pas dans la pratique. Il faut attendre, en fait, dans la réalité, la deuxième moitié du XVe siècle. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, oui, parce qu'à ce moment-là, les gouverneurs vont aller s'installer à Bigoulia, vont aller s'installer à Saint-Florent, vont aller s'installer à Bastia. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont une installation humaine et à partir de là, les rapports partent de manière régulière entre ce qui se passe en Corse et même si ça reste encore lorsqu'on connaît la Corse du temps, on est encore plus dans la théorie que dans la pratique, il y a effectivement une évolution qui est une évolution importante. Ainsi, l'implantation génoise reste très discrète en cette fin du XIIIe siècle. Elle se manifeste surtout par la présence de 2 petites colonies marchandes, aux extrémités nord et sud de l'île, et quelques alliances solides avec des seigneurs féodaux, notamment ceux du Cap Corse. Il faudra attendre 1357 pour que cette implantation génoise s'affirme, lorsque, sous l'impulsion du doge Simone Boccanegra, un soulèvement massif et militairement encadré conduit les populations insulaires à évincer la plupart des seigneurs féodaux, détruisant leurs châteaux. Pour la première fois, la population de l'île se place sous la protection d'une puissance extérieure, Gênes, refusant désormais de subir les exactions de seigneurs locaux, empêtrés dans des guerres de voisinage interminables. Pour la première fois, Gênes écrase la concurrence de cette noblesse insulaire, violente et impétueuse. En Corse, comme dans n'importe quelle région, que ce soit l'Auvergne, que ce soit la Provence, la noblesse n'est jamais le soutien d'un souverain. Ça, c'est une idée totalement fausse qui est liée au fait que Louis XVI s'appuie sur la noblesse. C'est le seul roi de France qui a fait ça. La noblesse, elle a
partout dans le monde un pouvoir. Des châteaux, des armées, des clients, des chevaux, des armes, défensives, offensives, des boucliers. La noblesse, c'est un contre-pouvoir par rapport à un État, quel que soit l'État. Et par conséquent, en Corse comme ailleurs, les tchinarchèses ont leur pouvoir, ont leur système de perception fiscale seigneuriale, et ils ne veulent donc pas abandonner leurs privilèges et leurs prérogatives par rapport à Gênes. Mais c'est pareil pour la noblesse bretonne, qui s'est toujours opposée jusqu'à la fin de la monarchie au roi de France. C'est pareil pour la noblesse protestante et rochelaise, qui s'est toujours opposée à Richelieu ou à Louis XIII. Donc on n'a pas de raison d'opposer, comme on l'a autant fait au XIXe siècle, la Corse et Gênes. Gênes est un État, comme le Louvre représentait un pouvoir, comme Madrid représentait un pouvoir, et donc on a, face à ce pouvoir, le pouvoir des féodaux, les tchinarchèses ou l'aristocratie bretonne, qui veut conserver ses privilèges, et Gênes fait avec les Corses ce que Louis XIV a fait avec Versailles. Il faut domestiquer la noblesse et il faut abattre ces grands féodaux qui sont des personnages extrêmement turbulents. Mais en ce XIVe siècle, Gênes n'a pas les moyens de maintenir une garnison militaire importante dans l'île. Une fois le coup de force réalisé, les seigneurs insulaires se réinstallent sur leurs terres. Une nouvelle fois, les guerres seigneuriales mettent le pays à feu et à sang. Au XVe siècle, on a une grande figure en Corse qui est celle d'un seigneur corse, qui est un feudataire, donc propriétaire de fief, qui est Vincintele d'Istria. Et Vincintele appartient à ces familles seigneuriales d'extraction chevaleresque. Il y en a très peu en Corse, il y en a à peu près 6. Il y a les Bozzi, les Della Rocca, les Lecca, les Istria, les Ornanes dans la Corse du Sud, les Gentili à Vogari et Damar dans la Corse du Nord. C'est à peu près tout. C'est la très vieille noblesse corse, c'est celle-ci qui a comme symbole assez souvent sur ses armoiries la balance, le symbole de justice. Et donc les Corses ont besoin de justice. La justice, assez souvent, on a du mal à la faire respecter entre soi. On cherche toujours un arbitre qui est plutôt un arbitre extérieur. Et donc la Corse cherche des arbitres entre ces différents seigneurs, entre ces différents feudataires. Alors les arbitres, ou c'est la République de Gênes, ou c'est la papauté, avec une Corse donnée autrefois plus ou moins comme patrimoine de Saint-Pierre à la papauté, et c'est une puissance que l'on appelle un peu à tort un pays, l'Aragon, mais l'Aragon, ça n'est pas qu'un pays, c'est un empire. C'est un empire méditerranéen, très différent de la Castille d'ailleurs, qui lui regarde vers l'Atlantique. Et l'Aragon, c'est les Baléares, Majorque, Minorque, Ibiza. Et donc c'est cette tentation d'une Méditerranée orientale vers la Corse. Et donc plusieurs Corses qui seraient hostiles à Gênes cherchent plutôt un autre suzerain, une autre souveraineté dont ils dépendraient, qui est Barcelone. Et par conséquent, Vincintele d'Istria, c'est un gentilhomme, extraction chevaleresque, une culture d'un bon noble de la fin du XIVe, début du XVe, puisqu'il meurt en 1434, exécuté par les Génois, et donc il se met au service de l'Aragon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît vraisemblablement, mais je dis vraisemblablement parce qu'on n'a pas de certitude absolument absolue, le fameux drapeau à tête de mort. Il est évident qu'en servant Barcelone, en servant l'Aragon, les vieilles bannières sont des bannières en Aragon à tête de mort. Et donc, on se bat aux ordres de Vincintele sous le signe de Vive l'Aragon. Et donc, il y a le fameux siège de 1420 où le roi d'Aragon, Alphonse, arrive à Bonifacio, avec cet escalier légendaire qui porte toujours le nom d'escalier du roi d'Aragon jusqu'à aujourd'hui, qui paraît-il aurait été, mais c'est assez invraisemblable, taillé en une nuit dans la falaise de Bonifacio, pour permettre donc aux troupes de l'Aragon de monter jusqu'à la citadelle génoise, l'une des plus vieilles citadelles génoises de Corse, Bonifacio. En 1420, l'Aragon fait le siège de Bonifacio.
tandis que l'île tout entière bascule théoriquement sous domination aragonaise grâce au seigneur Vincentello d'Istria, qui est nommé à cette époque vice-roi de Corse. Bonifacio résiste au blocus maritime de manière héroïque. En ce début du XVe siècle, on se bat encore avec des arcs et des bombardes, capables d'infliger de lourdes pertes dans les rangs de soldats, mais insuffisants pour faire tomber de puissantes murailles. Au début de l'année 1421, le roi d'Aragon, Alphonse V, reçoit la succession de la reine Jeanne, souveraine de Naples. Il lève alors le siège de Bonifacio et se rend à Naples récupérer la cité-État. Demeuré seul et sans soutien, Vincentello d'Istria tente d'imposer son règne aux autres féodaux insulaires, avant d'être trahi et livré aux Génois. Tous les grands seigneurs corses constituent, comme partout ailleurs dans toute l'Europe, une sorte de panier de crabes. Et donc chacun cherche forcément des alliés qui sont les ennemis de ses propres ennemis. Et donc, on voit des familles comme les Gentili, elles vont s'allier au prince de Piombine, de façon à lutter contre les Damars. Les Istria, les Ornano, les Della Rocque se massacrent entre eux de façon épouvantable. Chez les Ornano, on va étouffer sous des oreillers les vieux oncles, on les étouffe comme ça, il n'y a pas de traces. On attache la cage thoracique de façon à les priver d'air, mais il n'y a pas de coup de poignard, il n'y a pas de coup de couteau, on ne laisse pas trop de traces dans un monde chrétien. Et donc, on est toujours trahi, et ça sera encore le cas de Sampiero Corse avec le fameux Vitolo qui a trafiqué l'arquebuse en 1567 pour l'empêcher de tirer sur ses agresseurs, à cause des cousins de son épouse. Les Ornano sont les cousins de Vanina, ils veulent récupérer le fief d'Ornane et ils trahissent donc la cause de Sampiero. Donc pour Vincentello, comme pour Renucci, comme pour Sampiero, comme pour Pascal Paoli et Napoléon, il n'y a jamais d'unanimité. Il n'y a jamais d'unanimité de toute façon autour d'un individu quel qu'il soit. Et il y a donc toujours une collusion, soit avec Gênes, soit avec l'Aragon, soit avec les Napolitains, soit avec les alliés anglais du temps du royaume anglo-corse ou français. Il y a toujours forcément un regard extérieur sur une île qui représente un enjeu géostratégique considérable. La Corse conserve ainsi son ambiguïté à travers tout le XVe siècle. L'île est théoriquement sous domination génoise, mais le pouvoir réel, à l'échelle insulaire, se trouve entre les mains de seigneurs locaux qui lèvent les impôts et rendent justice comme bon leur semble. Dans la réalité, Gênes ne possède que les présides dans l'île, c'est-à-dire des cités portuaires enfermées derrière de puissants remparts et qui regardent vers la mer, n'ayant que très peu de relations avec l'intérieur de l'île. Dans ces présides, essentiellement peuplés de Ligures, les Corses sont exclus. La raison pour laquelle les Génois tentent cette construction autour de présides, c'est-à-dire d'endroits fermés par rapport à l'intérieur de l'île, c'est parce que d'une certaine façon, ils ne tiennent pas l'île. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont aucun moyen véritablement de s'installer en Corse. Ils n'ont aucun moyen. Leur seule possibilité, c'est de tenir stratégiquement l'île. Les droits, dans un premier temps, et puis la réalité, une certaine réalité à travers effectivement deux villes qui sont deux villes présides, qui permettent de faire une espèce de lien avec la maison mère qui est Gênes. Gênes n'est pas la seule à faire la même chose. Les Espagnols font exactement la même chose. Les Espagnols font la même chose en Afrique du Nord. Et ils feront la même chose, notamment en Toscane, dans la partie du sud de la Toscane. C'est l'État des Présides, qui est un État qui a été réalisé dans la deuxième moitié du XVIe siècle et qui a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on a là, oui, ce sont des endroits qui sont des endroits stratégiques, essentiellement stratégiques. Gênes n'a pas en tête de développer la Corse.
c'est pas son karma, c'est pas de développer la Corse. Il n'a aucun intérêt à développer la Corse. Dans la réalité, il faut tenir la Corse parce que, d'un point de vue stratégique, la Corse se trouve en face de Gênes et tous les commentateurs qu'on connaît, le document le plus connu, c'est celui de Zúñiga de Requesens, le ministre ambassadeur d'Espagne à Gênes au XVIe siècle. Celui qui tient la Corse tient Gênes. C'est l'idée, c'est une idée stratégique. Ça n'est pas du tout une donnée économique. Il ne s'agit pas donc de développer la Corse, il ne s'agit pas de s'y installer. Il n'y a pas d'installation humaine dans la tête de Gênes au moment où véritablement on fait Bonifacio ou on fait Calvi. L'épisode avec l'Aragon démontre aux Génois que la possession des 2 seuls présidents corses ne peut suffire pour prétendre officiellement détenir un plein pouvoir sur cette île et ainsi écarter les ambitions des autres puissances méditerranéennes. À la fin du XVe siècle, 3 nouvelles cités sont créées, Saint-Florent, Bastia et Ajaccio. 2 autres suivront un peu plus tard, Porto Vecchio et Sartène au milieu du XVIe siècle. Saint-Florent demeure toutefois un préside de faible importance jusqu'au milieu du XVIe siècle. L'endroit, qui avait été initialement choisi en raison de la présence de salines dans le golfe, souffre de la proximité de Calvi. La cité végète sans aucune prospérité. Bastia, en revanche, connaît rapidement un développement spectaculaire. Bâtie à partir de 1476 sur un promontoire entre 2 marines, où se trouvait initialement une grosse tour, la Bastilla, la cité fortifiée accueille rapidement des dizaines de familles ligures. Si rien ne présage encore la future grande capitale génoise de l'île, la proximité du Cap Corse marchand apparaît un atout certain pour la prospérité de la cité et de ses habitants. Enfin, une garnison est installée à Ajaccio, dans les premières années du XVIe siècle, en remplacement d'un ancien château détruit lors des guerres seigneuriales. Progressivement donc, les Génois s'implantent sur tout le pourtour de l'île. Ils nomment des commissaires sur place, confisquant ainsi aux seigneurs locaux le pouvoir de rendre la justice. Mais en ce début de XVIe siècle, un nouveau danger se profile en Méditerranée, l'Empire ottoman. Le grand sultan de Constantinople rêve de s'accaparer le bassin occidental de la Méditerranée et de soumettre les populations à son autorité. Très rapidement, ses armées conquièrent la bande côtière nord-africaine, avec l'aide des corsaires. Tunis et Alger deviennent les têtes de pont de l'Empire ottoman en Méditerranée occidentale. À partir de ces ports, les corsaires nord-africains lancent des raids sur les rivages de l'Italie, de l'Espagne ou de la France. Sur leur passage, les îles ne sont pas épargnées, d'autant qu'elles n'abritent que peu de garnisons et représentent de vastes étendues côtières sans aucune protection. Les populations insulaires se trouvent alors en première ligne, d'autant que l'un des moteurs économiques de cette période est l'esclavage. L'esclavage a toujours malheureusement existé pour une raison bien simple, c'est que la force humaine, l'homme est la meilleure machine qui ait existé pendant des siècles. Rien ne pouvait remplacer la force humaine. Donc on capture des prisonniers et on les fait travailler pour son propre compte. Et donc on les amène dans des bagnes chrétiens, comme à Livourne, où on a des milliers de barbaresques, ou Alger, où on a des milliers de chrétiens. Le sort de ces esclaves dépend en premier lieu de leurs origines et de leur statut social. Les notables, riches commerçants ou hommes d'église, sont plutôt bien traités, car les ravisseurs espèrent une rançon. Les autres infortunés sont vendus, comme domestiques ou comme travailleurs de force. Ce sont bien entendu les jeunes gens qui sont en priorité capturés. Les jeunes femmes, pour alimenter les harems et les maisons closes, les jeunes hommes
pour le travail des champs, la construction, les mines et les galères. Tous les navires, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, naviguent ainsi grâce à une main-d'œuvre servile, achetée par les représentants des États sur les marchés aux esclaves d'Italie, d'Espagne ou d'Afrique du Nord. La Corse a été razziée à de très nombreuses reprises, particulièrement, disons, dans une période qui va du tout début du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Sur un siècle, il y a eu effectivement un grand nombre de razzias et plusieurs milliers de Corses ont été amenés comme ça de l'autre côté de la mer à toute période. Mais ce que montre très bien Salvatore Bono, c'est que le phénomène est valable pour toute la Méditerranée et que l'un compense l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, il est difficile de venir s'épouvanter sur le fait que des chrétiens puissent être amenés effectivement en esclavage, même lorsque c'est des épisodes bien connus ou célèbres comme celui de Sartène de 1583. Mais on a exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que on pourrait mettre un signe d'égalité, disons, entre les deux parties de la Méditerranée, avec une différence, c'est que les chrétiens essayent de racheter les leurs. La plupart du temps, pour les musulmans, on rachète personne. Ce que l'on oublie de dire, parce que ce n'est pas forcément très flatteur, c'est que très souvent, parmi ces hommes qui vont razzier les villages corses, il y a des Corses. Et il y a des Corses qui eux-mêmes ont été razziés. Et donc quand on est razzié et quand on est dans un bagne à Alger, il n'y a pas 36 solutions. Ou on reste chrétien et on reste au bagne, ou on abjure en quelque sorte, on se convertit à l'islam, on devient un renégat, on devient un raïs, on devient un chef corsaire, et on va piller qui? On va piller son propre village, puisqu'on connaît les gens riches du village. C'est le cas de Mamie Corso, par exemple, dans les années 1585, après les Pentes, qui sort de la région de Pine, d'Olmetta du Cap, et qui va donc piller les familles riches de son propre village, puisqu'il sait là où se trouvent les biens, dans les couvents, dans les presbytères et chez les notables. Ce phénomène de renégat basculant dans le camp adverse est difficilement quantifiable, du fait de la rareté de la documentation. Mais son ampleur est incontestable dans les deux camps, c'est-à-dire tant du côté musulman que du côté chrétien. Car cela représentait bien souvent la seule porte de sortie pour de jeunes hommes peu fortunés, réduits en esclavage et destinés à mourir à la tâche dans des mines ou des galères. Certains renégats, qui ont eu la chance de pouvoir débuter très tôt leur carrière de corsaire et ainsi de gravir les échelons et d'attirer la confiance de leur hiérarchie, ont connu de très belles destinées, jusqu'à l'exercice même du pouvoir. Parmi ces renégats se trouvent des Corses, comme le célèbre Mamie Corso, promu au rang de capitaine corsaire, ou encore Hassan Corso, qui termina son existence en tant que raïs d'Alger. En réalité, la liste des beys et des raïs d'origine chrétienne est impressionnante au XVIe siècle. Elle regroupe d'innombrables nations méditerranéennes, depuis les côtes grecques jusqu'à celles de l'Espagne. Un autre phénomène bien connu concerne les jeunes enfants. En effet, les pirates ottomans attachaient une réelle importance à la prise de très jeunes enfants, car leur valeur était grande. Ces enfants étaient le plus souvent emmenés jusqu'à Constantinople pour y recevoir une formation adaptée à faire d'eux de fidèles serviteurs du sultan. Ces enfants, que l'on nomme les janissaires, formaient une élite respectée et redoutée de tous. Terribles guerriers, rompus au maniement des armes, surentraînés, ils formaient un corps d'élite très attaché au sultan. Les janissaires étaient employés soit comme soldats, composant pour une grande partie l'épine dorsale de l'armée ottomane, soit comme garde personnelle du sultan. Les deux civilisations chrétiennes et musulmanes ont intérêt à prendre des gens qui sont utiles et qui peuvent servir.
Par conséquent, lorsque les barbaresques débarquent sur le littoral corse, ils prennent plutôt des jeunes gens, des jeunes filles, plutôt que des vieillards qu'on ne va pas charrier pour rien au Maghreb. Et parfois, il y a des jeunes femmes qui ont des carrières fabuleuses, dont la fameuse Davia Franceschini, qui est de Balagne, et qui va devenir en quelque sorte la sultane du Maroc, puisque épousée par le sultan, donc au Maroc, et donc elle a une histoire absolument fabuleuse, et son frère va servir de diplomate après auprès de Napoléon. À l'exception de quelques chanceux, les villageois de l'île de Beauté ont terriblement souffert de ces razzias des XVIe et XVIIe siècles. S'il est difficile d'évaluer le nombre réel de Corses, prisonniers des bagnes nord-africains ou attachés à une rame sur une galère, il est tout à fait établi que l'impact de ces captures fut démographiquement important. La bande littorale de l'île se dépeupla et les populations se replièrent très loin à l'intérieur des terres, abandonnant les zones les plus fertiles de l'île. Pour tenter de se protéger des attaques, les populations érigèrent des tours littorales. Les premières tours furent construites dans le Cap Corse dès le début du XVIe siècle par les seigneurs d'Amare qui exploitaient ce territoire. À l'époque, le Cap Corse produisait notamment un vin blanc très réputé qui se retrouvait à la table des nobles de Toscane et jusqu'à celle du pape au Vatican. Pour ces seigneurs capcorsains, il n'était pas question d'abandonner ces richesses. Deux types de tours voient alors rapidement le jour sur les rivages insulaires. Les tours de défense, situées à l'entrée des ports, comme à Centuri ou à Erbalonga par exemple, et les tours de guet, localisées sur des promontoires, en position avancée sur la mer, telles que les tours édifiées sur les îlots de l'extrémité du Cap Corse par exemple. Ces tours de guet jouent un rôle capital, car elles surveillent la mer et préviennent les populations, par des tirs de canon, de l'arrivée d'éventuels agresseurs, laissant ainsi du temps aux villageois pour rentrer le bétail, ramasser leurs affaires et se cacher. À partir des années 1540, la République de Gênes décide de favoriser la construction de tours sur la côte nord de l'île et le long de la plaine orientale, au débouché des fleuves. Ce choix est motivé par le fait que ces deux régions concentrent la production agricole de la Corse génoise. Ce sont effectivement deux zones, dans le prolongement du Cap Corse, qui sont à la fois considérées comme potentiellement riches et qui regroupent des populations nombreuses. C'est un territoire où il est donc aisé pour Gênes de soustraire de l'impôt une grosse somme d'argent pour financer l'installation de tours en bordure de rivage. Dans ce grand tiers nord de l'île, un réseau de surveillance de la mer assez efficace se met donc en place entre les années 1540 et 1560. Toutes les criques ne sont toutefois pas surveillées, car les seigneurs locaux sur lesquels s'appuie Gênes pour faire financer ces tours privilégient les endroits où se trouvent les populations. Dans le sud de l'île, en revanche, entre Moriagne et Bonifacio d'une part, Galeria et Bonifacio d'autre part, soit pratiquement les deux tiers de la Corse, l'absence de population littorale et de mise en culture du rivage fait qu'il est très difficile de trouver des gens pour accepter de payer l'installation de tours. Or, il n'est pas question pour les Génois de dépenser des sommes folles en Corse, alors même que le retour sur investissement n'est vraisemblablement pas possible. Sur toute cette partie de la Corse, les tours sont peu nombreuses. De vastes portions de rivage sont délaissées, c'est-à-dire laissées sans surveillance. Pour les pirates, ces côtes sont une aubaine, car elles leur permettent de débarquer incognito en de très nombreux points du rivage insulaire et de pouvoir, à partir de ces points d'ancrage, organiser des expéditions dans le reste de l'île. Alors que les côtes de Corse sont de plus en plus souvent attaquées, la situation géopolitique de la Méditerranée bascule une nouvelle fois en défaveur des populations corses. En cette année 1553, la France s'allie aux Grands Turcs et déclare la guerre à l'empire de Charles Quint et à ses alliés dont les Génois. Une importante flotte franco-turque attaque alors les présides génois de l'île de Beauté. Bastia, la toute nouvelle capitale de l'île, Ajaccio, Bonifacio, tombe. La Corse bascule dans le giron français. Cette alliance entre le roi de France, catholique, et le grand sultan de Constantinople peut nous paraître aujourd'hui surprenante.
Mais replacée dans le contexte de l'époque, cette alliance militaire se comprend plus aisément. Derrière la manœuvre, une femme de pouvoir parmi les plus influentes de l'époque tire les ficelles. Catherine de Médicis est une femme qui est d'une intelligence absolument extraordinaire pour le XVIe siècle. Catherine de Médicis, elle arrive en France en 1533. C'est une jeune femme qui n'est pas destinée à un grand avenir. Elle va épouser Henri, qui n'est que duc d'Orléans et qui n'est pas le fils aîné de François Ier. Le fils aîné, c'est François, le dauphin. Elle arrive en 1533, elle épouse Henri, 3 années s'écoulent. Au bout de 3 ans, en 1536, coup de chance pour elle, François meurt tout jeune, à 17-18 ans, en buvant un verre d'eau glacée à l'issue d'une partie de jeu de paume. Et le verre d'eau est tendu par Catherine de Médicis. Et à partir de ce moment-là, naît une légende peut-être ou une vérité, où on dit les Médicis ont introduit en France les poisons italiens, les poisons florentins. Elle a assassiné son beau-frère, Monseigneur le Dauphin. À partir de 1936, son mari devient le dauphin, futur Henri II. Et Catherine de Médicis, duchesse d'Orléans, se retrouve donc Madame la Dauphine. Elle est la future reine de France. Et à partir de ce moment-là, elle regarde ce qui se passe. Et elle voit que la France, qui est petite, 450 000 km² et non pas 550 000 comme aujourd'hui, la France, elle est petite et elle est coincée dans les territoires de Charles Quint. Madrid d'un côté et Vienne de l'autre côté. Et donc la France n'a qu'une possibilité, tendre la main à Soliman, qui peut prendre à revers l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Bon, comment inviter le sultan à aider la France? Il faut lui offrir des bases navales. La base navale, c'est Toulon. Donc on reçoit, il faut imaginer quand même à l'époque, le très chrétien qui règne sur la fille aînée de l'Église, accueille l'escadre turque à Toulon. On est obligé de vider tout Toulon de sa population pour y mettre les Turcs. Et donc Catherine de Médicis voit bien que ça pose des problèmes aux Toulonnais. Donc elle dit « La Corse est le merveilleux cavalier qui chevauche la Méditerranée ». Quand on a une position assise sur le Monte Cinto, on a un pied à Barcelone et un pied à Gênes. Par conséquent, pour être l'allié du sultan, il faut avoir des ports, Bastia, Ajaccio, Bonifacio, qu'on prêtera au sultan pour ne plus embêter les Toulonnais ou les Marseillais. Et à partir de ce moment-là, Catherine de Médicis, devenue reine, pousse son mari Henri II, pousse l'amiral de France Coligny, pousse l'amiral de Bretagne Villegagnon à s'emparer de la Corse, et c'est ce que fait Henri II. De 1553 à 59, la Corse devient française et Henri II est roi de France et de Corse. Et son agent en Corse, c'est le colonel de son mari, colonel de la garde corse, Sampiero, qui va prendre Bastia en 53, Ajaccio en 53, Bonifacio en 53, Calvi, ville Semper Fidelis, toujours fidèle, reste fidèle à Gênes, mais c'est Catherine qui, la première, a voulu prendre la Corse pour cette raison. En cette année 1553, les Génois voient tous leurs efforts en Corse réduits à néant. Ils perdent non seulement la plupart des places qu'ils tenaient, mais Bonifacio, le point stratégique le plus important de leur commerce en Méditerranée, n'est plus qu'un amas de ruines. La forteresse est démolie, la garnison massacrée, la population tout entière réduite en esclavage. Dans cette terrible guerre, un homme s'illustre, Sampiero Corso. Ce soldat français d'origine corse va profiter de l'affaiblissement du pouvoir génois dans l'île pour tenter de s'emparer du pouvoir suprême en Corse. Mais comme toujours, dans les histoires de cette époque, c'est la trahison qui viendra à bout des ambitions de l'homme. Une trahison orchestrée par sa propre femme, Vanina d'Ornano, fille d'une des plus anciennes lignées seigneuriales dans l'île. Sampiero Corse, c'est un homme du XVIe siècle. C'est vraiment un homme de la Renaissance qui est né vers 1498 à Bastelica, dans une famille de notables.
On a retrouvé son père, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. L'historiographie génoise voulait en faire le fils d'un éleveur de cochons, un porcher. Or, pas du tout. Guglielmo da Bastelica est connu. C'est félicité d'ailleurs de l'assassinat du vieil Alphonse d'Ornane, le grand-père de Vanina. Et on a retrouvé les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-parents de Sampiero. C'est une famille de notables, riches, aisés, de Bastelica. Les deux oncles de Sampiero ne sont pas n'importe qui. Tristano Corso est capitaine au service des Médicis à Florence et l'autre, Giacomo Corso, est commandant de la garnison à Gênes de 4000 soldats. Donc ce sont des militaires de haut niveau au service de l'étranger, les Médicis ou la France qui occupe Gênes à l'époque de Giacomo Corso. Donc Sampiero, il a un frère aîné que l'on ignorait jusqu'à présent, Filippo Corso, qui est maréchal de camp, c'est-à-dire général de brigade, au service de François Ier, qui est tué au siège de Boulogne-sur-Mer en 1544. Il appartient donc à une famille de roturiers, mais d'élite militaire au service des puissances étrangères. Et Sampiero, tout le monde a essayé évidemment de le capturer. L'historiographie, les historiographies ont essayé d'en faire un des leurs. Alors si on est pour l'indépendance de la Corse, on dit Sampiero a toujours combattu pour cette indépendance et on en fait le héros de l'indépendance. Par contre, si on en fait un officier français, colonel au service de François Ier et colonel au service d'Henri II, on dit regardez, la Corse du XVIe siècle avait pour héros un officier supérieur français. Donc tout le monde a essayé de capturer Sampiero pour en faire une figure soit de l'indépendance, soit au contraire de la Corse française. Alors la réalité, c'est que Sampiero, c'est un homme du XVIe qui existe à une époque où l'Italie n'existe pas. Il y a 7 États en Italie, des royaumes, Naples, des duchés, Modène, Parme, Piombine. Et donc la Corse représente la possibilité d'un État d'une taille comparable à n'importe quel autre État de la péninsule italienne. Et donc il veut devenir le chef de cette Corse. Comment devenir le chef de cette Corse? Il faut des alliés pour éliminer les éventuels rivaux. Le meilleur allié, évidemment, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, il assiste à son mariage. C'est extraordinaire. Ce garçon qui est né à Bastelica se trouve en 1533 à 35 ans, l'aide de camp du cardinal Hippolyte de Médicis, qui accompagne sa cousine Catherine de Médicis à Marseille avec le pape Clément VII. Et donc ce jeune homme, cet homme jeune de 35 ans, assiste au mariage du futur roi de France Henri II avec Catherine de Médicis. Et donc Catherine va propulser Sampiero à la cour. Il va être auprès des Valois, il va être au Louvre. Ses enfants sont d'ailleurs élevés enfants d'honneur du futur Henri III, François II, Charles IX. Et donc il devient une sorte de roi, entre guillemets. C'est comme ça que les Corses l'appellent d'ailleurs lorsqu'il est à Alger. Ils disent « Vive notre roi » lorsqu'ils parlent de Sampiero. Et donc Sampiero, on a voulu transformer l'histoire de son mariage avec Vanina d'Ornane en une histoire bassement vulgaire d'adultère. Elle aurait soi-disant trompé Sampiero sous prétexte qu'il avait 30 ans de plus qu'elle, etc. Or, ça ne repose absolument sur rien. Ce qui est certain, c'est que c'est un assassinat politique et commandité, parce que Sampiero part comme ambassadeur, en quelque sorte, auprès de Soliman le Magnifique, le sultan, en 1566. C'est la dernière ambassade d'un Français auprès de Soliman. Pendant qu'il est absent, Alger puis Constantinople, Vanina, qui est une femme de paix et qui veut préserver la paix pour ses 2 fils, dont Alphonse, essaye de partir à Gênes, et le mot important dans les archives, c'est avec des papiers. Et donc, elle part avec des papiers qui prouvent que la reine Catherine de Médicis continue, malgré le traité de paix de 1559 qui a rendu la Corse à Gênes, elle prouve que la reine continue à comploter pour s'emparer de la Corse. Et donc, lorsque Sampiero rentre à Marseille et qu'il étrangle Vanina, c'est pas sous un coup de colère, il va pas lui serrer le cou en rentrant, il s'écoule 1 mois entre son retour, la capture de sa femme auprès du Parlement d'Aix
et l'exécution. Alors pourquoi un mois? C'est assez facile à comprendre. Sampiero dit « Ma femme avait des papiers qu'elle voulait faire passer à l'ennemi, c'est-à-dire Philippe II d'Espagne, et à Gênes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ?» Réponse de Catherine II de Médicis, il faut éliminer celle qui a trahi, qui a fait passer des papiers, il faut l'étrangler. Et c'est pour ça que dans toutes les archives et surtout dans les documents d'époque, de Brantôme, de Montluc, tous ceux qui parlent de Sampiero disent que Sampiero s'est agenouillé devant Vanina et qu'il lui a demandé pardon de l'exécuter parce que c'est un meurtre politique. Et Vanina aurait demandé à Sampiero d'être exécuté uniquement par les mains du seul homme qui l'ait jamais touché, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'infidélité, mais que Catherine de Médicis ne pouvait pas faire voir qu'elle voulait la Corse alors qu'elle y avait renoncé en 1559 à la paix du Cateau-Cambrésis. Lorsque les Génois récupèrent la Corse, à la faveur du traité de Cateau-Cambrésis en 1559, ils se lancent dans une politique de repeuplement des colonies et de reconstruction des fortifications. C'est à cette époque qu'ils construisent les différentes citadelles de l'île, telles qu'on peut les voir aujourd'hui, avec leurs hautes murailles, leurs bastions, leurs ponts-levis, leurs fossés. En ce milieu du XVIe siècle, les progrès de l'artillerie obligent en effet les architectes à construire des murs larges et solides, capables de résister aux boulets des canons, désormais embarqués à bord des galères. Ce sont ces canons qui avaient permis aux Franco-Turcs de faire tomber les Présides. Gênes doit également repeupler les cités de Corse en faisant venir de nouvelles populations. Comme toujours, la République fait appel aux communautés rurales les plus pauvres de son territoire. L'essentiel de la Ligurie du Levant produit à peu près 1/6 ou 1/5 du blé dont elle a besoin pour vivre. C'est assez simple à comprendre. Donc, la Ligurie du Levant va être un endroit à partir duquel on va trouver des populations pour aller s'installer absolument partout. Les Génois vont en installer partout. C'est pas uniquement en Corse. Lorsqu'on regarde le moteur de Gênes, c'est la Ligurie du Levant. C'est-à-dire, regardons Bastia. Lorsque je regarde la liste des premières familles installées à Bastia côté Ligure, c'est toute la Ligurie du Levant. Borlasca, Tagliacarne et Tagliaferro, Belmosto, etc., etc. Ce sont toutes des familles. En plus, c'est même pas de toute la Ligurie du Levant. C'est d'un petit bout de la Ligurie du Levant. C'est-à-dire que comme pour Porto Vecchio, avec la nouvelle Ventimille, lorsqu'on va faire venir des populations de la région de Ventimille, pas de Ventimille même d'ailleurs, de la région de Ventimille, c'est toujours le même problème, comme avec Luc, on va parler de Lucois dans la réalité, c'est les gens de la Garfagnane, c'est pas Luc dans la réalité, c'est pas les gens c'est pas des Lucois au sens où ils habitent Luc, hein, c'est tous des nord de Luc. Là, c'est pareil, c'est pas Ventimille même, c'est la montagne au-dessus de Ventimille, qui en fait est très pauvre, comme l'est la Ligurie du Levant et comme l'est une grande partie de la Corse. Et à ces gens-là, on va leur proposer des terres, etc., etc. Chez eux, ils en ont très peu. Là, on leur propose effectivement des zones où il va falloir travailler, etc. Et pourquoi pas? Et à ce moment-là, il y a un phénomène effectivement de colons. Et ce système-là a toujours fonctionné en Méditerranée. Et c'est particulièrement vrai pour la Ligurie du Levant. Si pour les Génois, le danger français s'éloigne, le péril barbaresque, lui, reste très présent, menaçant toujours les installations côtières de Corse. La guerre a eu comme conséquence d'affaiblir les armées chrétiennes, et l'Empire ottoman s'imagine une issue très favorable au conflit qui l'oppose aux États d'Occident. D'autant que la France, vaincue, se retire du jeu. La flotte ottomane lance alors une opération d'envergure contre Malte, le verrou du détroit de Sicile. Le siège est long, terrible, coûteux en navires et en hommes. Les États d'Occident se réunissent et décident de soutenir Malte, dont la perte serait désastreuse pour la sécurité du commerce méditerranéen. Une flotte chrétienne est alors constituée pour aller au secours de l'État maltais. L'Empire ottoman décide de lever le siège sans attendre l'arrivée de la flotte chrétienne.
Alors que les Occidentaux fêtent la libération de la Valette, les Ottomans s'emparent de Chypre, réduisant en esclavage toute sa population. Le choc est terrible. La flotte chrétienne se remet en route, bien décidée à traquer l'armada ottomane. La rencontre a lieu au large de Lépante en 1571. La bataille de Lépante a créé plusieurs légendes parce que c'est évidemment une victoire extraordinaire du monde chrétien, d'une partie du monde chrétien sur le monde musulman. Une partie du monde chrétien, puisque la France n'y va pas. La France a toujours besoin du turc, d'où les capitulations de François Ier en 1538, une quasi-alliance avec le Grand Turc, et la France ne veut pas offenser la flotte turque dont elle a besoin. Donc le monde chrétien, c'est Gênes, Venise, les galères de Venise et l'Espagne. Les Corses sont présents à Lépante en petit nombre, surtout des Cap-Corsins, qui sont partis de Massinage, où il y a toujours d'ailleurs une plaque que l'on voit d'ici, sont partis quelques felouks avec les Doria. Ils sont à bord, évidemment, des bateaux qui appartiennent à la famille Doria, qui est la plus grosse famille propriétaire de galères à Gênes, et donc il y a une participation cap-corsine à la bataille de Lépante. Alors cette bataille de Lépante, c'est quelque chose d'extraordinaire. En 6 heures, ce combat de flèches fait 30 000 morts, ce qui fait 6 000 morts à l'heure. Ça fait donc 2 morts secondes à l'arc. Et donc ça a été une mer rouge de sang pendant plusieurs jours. Mais la bataille de Lépante n'a pas un rôle quand même extraordinaire parce que les Turcs reconstruisent leur flotte et dès 1573, on a toujours des flottes turques qui vont continuer à menacer la Méditerranée très longtemps, en particulier l'Empire de Venise jusqu'en 1669 à Candie. Candie et la Crète tombent sous Louis XIV en 1669, donc un siècle après Lépante. La bataille de Lépante est une bataille qui a eu son importance, mais on serait tenté de dire, comme l'ont dit les Turcs au lendemain de la bataille de Lépante, une barbe, on peut la couper, elle repousse. Voilà. Et donc la capacité, les capacités de construction des Turcs, notamment de l'arsenal turc de l'époque, sont considérables. Et donc la bataille de Lépante, c'est pas grand-chose. Les grands perdants restent les Vénitiens, malgré tout, après Lépante. Ils ont perdu Chypre. Ça, c'est une véritable défaite. La bataille de Lépante, c'est quelque chose qui a ses limites. La grande bataille de Lépante n'est pas le tournant espéré. Bien au contraire. Les décennies qui suivent s'avèrent être les plus terribles pour les communautés corses, car les États corsaires d'Afrique du Nord profitent de la défaite pour s'émanciper. Non pas de manière officielle, car ils dépendent toujours du sultan de Constantinople, mais de manière concrète sur le terrain maritime. De grandes expéditions militaires sont alors dirigées vers les côtes de Corse. En cette seconde moitié du XVIe siècle, Gênes, qui vient de récupérer la Corse, décide d'investir dans l'île, un peu plus que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Il faut dire que jusqu'alors, la politique génoise s'était bornée à rappeler aux populations de qui elle dépendait, par l'envoi, à quelques reprises, d'une troupe militaire conséquente ou par le maintien d'une petite garnison dans chaque préside. Mais en dehors de cette présence militaire, toute relative, la Corse s'administrait un peu par elle-même. Or, Gênes a de plus en plus besoin de nourriture pour nourrir sa population, principalement urbaine. L'idée d'une mise en valeur des terres littorales de l'île germe alors dans la tête de certains dirigeants qui imaginent pouvoir reproduire le modèle marchand du Cap Corse dans d'autres zones de l'île. Mais pour ce faire, il faut implanter des populations sur ces terres désertées et menacées par les raids ottomans et construire des tours pour protéger ces populations. Comme Gênes n'a pas les moyens de ses ambitions et rechigne surtout à financer ses opérations avec ses propres deniers, la situation dans l'île évolue guère.
En 1583, une véritable armée de 2000 hommes quitte Alger pour les rivages de Propriano. Conduite par un renégat, cette armée n'a pas de mal à accoster de nuit dans une zone désertique du golfe du Valinco. Puis, elle part à l'assaut de Sartène, une petite ville génoise récemment implantée sur ce rivage. Dans Sartène endormie, la surprise est totale. Nul ne s'attendait à autant d'audace de la part des Barbaresques, qui jusqu'alors n'avaient jamais osé s'attaquer aux forteresses génoises. La ville tombe en quelques heures et la population est capturée et déportée. À la suite de ce traumatisme et à la demande de tous les habitants de la région, les Génois construisent une série de tours sur les rivages sarthenais, dont la tour de Campomoro, à l'entrée du golfe, où les pirates avaient pu débarquer sans être inquiétés. Cette tour massive et fortement armée date de 1585. Elle marque le début d'une véritable campagne de construction des tours littorales de Corse, au cours de laquelle près de 80% des édifices aujourd'hui visibles furent réalisés. Pour la première fois de son histoire, la Corse se dote d'un réseau efficace de surveillance de ses rivages. Mais alors que les dernières tours sont tout juste achevées, en 1620, la piraterie s'éloigne des rivages insulaires. À partir de 1624, l'arrivée en France du premier homme politique qui regarde la mer comme un enjeu exceptionnel à défendre fait qu'on crée des flottes. Et la marine française est créée en 1624-26. Donc les Barbaresques reculent et la Corse en profite. Et toutes ces tours que l'on a créées pendant un siècle, de 1550 aux années 1620 à peu près, elles deviennent moins utiles parce que la présence barbaresque est tenue en bride par Toulon, qui se développe avec Richelieu, et par l'arsenal des galères de Marseille. Et par conséquent, toutes ces tours que l'on avait autour du Cap Corse, par exemple, ont moins leur raison d'exister. Le déclin de la piraterie va enfin permettre à Gênes d'investir en Corse et à Lille de connaître un véritable élan de prospérité. Dès les années 1630, Gênes lance un programme de culture en Corse. L'État oblige alors les propriétaires terriens à planter des arbres. D'abord 4 arbres par foyer, un olivier, un châtaignier, un figuier, un noyer ou un amandier, puis par la suite un nombre plus conséquent d'arbres avec moins de diversité, afin de constituer de véritables régions agricoles, comme la Castagniche et ses forêts de châtaigniers, la Balagne et ses oliveraies. Dans le même temps, Bastia s'impose comme la capitale économique et juridique de la Corse. Le palais des gouverneurs, édifié à la fin du XVe siècle, est entièrement remodelé en une véritable forteresse, avec courtines, bastions, fossés et pont-levis. Il devient la demeure attitrée du gouverneur génois, de sa garde et de sa suite, symbolisant désormais le pouvoir et la justice dans l'île. Dans l'arrière-pays, des routes sont créées avec des ponts de pierre pour désenclaver les villages reculés et permettre enfin la circulation des marchandises entre les différentes régions de l'île. Petit à petit, une économie insulaire se met en place. Progressivement, on va rentrer dans une idée d'intégration progressive de la Corse dans le système économique génois. Mais ça reste marginal. Mais il y a un début d'intégration, c'est-à-dire que
L'huile de la Balagne, par exemple, on va avoir la multiplication par 4 ou par 5 des oliviers. On va avoir une véritable oliveraie en Balagne. Mais on est au cours du XVIIe siècle. Oui, on n'est pas. Il ne faut pas s'imaginer que le pouvoir génois s'est immédiatement intéressé d'un point de vue, comme on l'a imaginé dans les années 1970, d'un point de vue colonial, etc. Complètement burlesque. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est pas ça du tout. La réalité du terrain, c'est un intérêt limité. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on voit des choses qui évoluent de manière favorable, la châtaigneraie de Castagnic, la vigne, évidemment, du Cap Corse, mais les Cap Corsans ont toujours été considérés par les Génois comme à part, l'oliveraie balanine, ça, c'est des choses qu'on peut intégrer dans un système économique et pouvoir, de cette façon-là, faire rentrer des produits insulaires, y compris dans le domaine de la grande bouche qu'est Gênes. Gênes, c'est une grande bouche, il y a 100 000 habitants, donc elle a besoin, effectivement, de faire rentrer des marchandises, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on a cette intégration. Mais c'est une intégration tardive, et c'est une intégration qui, de toute façon, ne commence à se profiler que dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Le problème essentiel de Gênes, c'est l'étroitesse de la ville. Et il est évident que, comme Venise, ce sont des villes-États. Et donc, elles ne peuvent pas se nourrir. Donc, Venise a la Crète, Venise a plusieurs îles, en Adriatique, au sud de l'Adriatique. Gênes a besoin d'un garde-manger, a besoin d'un grenier à blé. Et donc, c'est évident que Gênes ne peut se nourrir que si elle possède les terres de Corse qui produisent d'excellents vins, Monseigneur Justinian le dit en 1536, qui produisent du blé, qui produisent des chairs, comme on le disait, c'est-à-dire des sangliers, des cerfs, des merles, des perdrix, des oiseaux. Et donc la Corse est vue un peu comme une colonie par Gênes, qui va en tirer des ressources, que ce soit l'eau pour les galères génoises, pour les galères d'Andrea Doria, que ce soit le vin, que ce soit les huîtres de l'étang de Diane, qui vont partir nourrir le pape à Rome. Et donc c'est une nécessité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Gênes est une république marchande. Alors une république dans une Europe qui est très aristocratique et qui est très monarchique a des ambassadeurs. Et les ambassadeurs de Gênes sont reçus à Versailles, sont reçus au Louvre, dans des salles qui ne sont pas extraordinaires. Par contre, si la Corse est érigée en royaume, ce qui est le cas à partir de 1637, Regnum di Corsica, le règne de Corse, à ce moment-là, le doge, il est roi quelque part, il est souverain de la Corse. Et donc les ambassadeurs de Gênes ne seront plus reçus comme des seconds couteaux dans les cours européennes, mais ils seront reçus dans les salles qui sont celles réservées aux ambassadeurs d'Angleterre ou de Madrid, des grandes puissances. Donc la Corse avait à la fois un aspect économique, stratégique et politique pour la République de Gênes. Mais malgré les désirs des Génois et leur réel intérêt à voir l'île se développer, la situation insulaire n'avance que péniblement. Il faut dire que les plaines alluviales, certes fertiles, sont aussi des lieux de paludisme. Chez les populations qui travaillent dans ces plaines, le taux de mortalité est effroyable. La conséquence immédiate de cette forte mortalité est l'abandon de ces terres, malgré les encouragements du législateur. Faute de population suffisante, la Corse n'est pas le grenier à blé espéré par Gênes, qui continue à acheter son blé à prix d'or sur les marchés italiens. Par ailleurs, la population de l'île est peu nombreuse. Les revenus tirés de l'impôt sont en réalité bien maigres et profitent davantage aux familles bastiaises chargées de le récupérer qu'aux habitants de Gênes. La balance commerciale reste très déficitaire. L'île importe bien plus de marchandises pour ses propres besoins, produits alimentaires et objets manufacturés, qu'elle n'exporte de produits, principalement des matières premières. Les revenus de la Corse servent à la gestion de la Corse. Voilà, stop. Le reste, c'est peanuts. Soyons honnêtes.
le système d'imposition en Corse a été créé dès le XIVe siècle. C'est une lire par feu. Voilà. Bien. C'est la base de l'imposition directe. Bien. À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, justement avec l'effort commencé, qui aurait dû d'ailleurs être même mis encore plus en exergue au milieu du XVIIe siècle, et ça n'est pas le cas. C'est l'imposition indirecte qui devient l'élément fondamental. C'est-à-dire que les Génois ont mis en place un système avec la région qui produit de l'argent. La région qui produit de l'argent en Corse, c'est le Cap Corse. Donc, les Cap-Corsins, lorsqu'ils sortent leur vin et qu'ils vont le vendre, notamment à Rome ou dans les Marèmes, etc., lorsqu'ils sortent, ils sont obligés de payer un droit. Un écu d'or par baril de vin, par botte, donc par tonneau de vin. Bien. Alors, ce scuto albote, comme on l'appelle, démarre à Albo, fait tout le tour du Cap Corse et arrive jusqu'à la Vasine. Bien. Premier système d'imposition. Et ensuite, au retour, les Cap-Corsins vont rentrer dans le deuxième système d'imposition indirecte, qui est ce qu'on appelle la gabelle de Portocardo, qui va du pont de la Vasine et qui va jusqu'à la Solenzar. Et donc, tous les bateaux qui circulent, qui portent notamment, qui vont chercher du blé dans la plaine, etc., ou qui l'achètent à Bastia, d'ailleurs, puisqu'on porte le blé jusqu'à Bastia, ceux-là vont payer un droit qui va varier, suivant les périodes, entre 5 et 7% sur tout le mouvement. Ça va être la base de ce qui va fonctionner jusqu'au milieu du XVIIe siècle, très bien, c'est-à-dire ça va être la base du système fisco-financier bastier. Parce que là, il n'y a pas l'ombre d'un Génois là-dedans, ce ne sont que des bastiers. Ce ne sont que des bastiers. À 95%, ce sont des bastiers. 5%, c'est des Corses, disons, un petit peu des villages un petit peu importants. Bien. Donc, c'est un système qui va se développer jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Pour la République de Gênes, le seul souci n'est pas de tirer des revenus de la Corse, mais de faire en sorte que la Corse puisse se subvenir à elle-même et ne pas coûter d'argent. La politique d'investissement dans les routes, les ponts, les tours, les bâtiments publics se heurte alors systématiquement à une réalité financière qui pèse de plus en plus sur les populations insulaires. Le développement, comme l'investissement, a un coût qu'il faut savoir amortir. Le problème est que ce coût n'est pas toujours en relation avec les gains effectifs dégagés par ces investissements. Là, il y a une mutation. Mutation pourquoi ? Eh bien parce que à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, l'imposition directe, on va la faire évoluer. On va la faire évoluer de deux façons. D'abord, on va multiplier l'imposition par deux. On va dire, les Corses payaient 1, ils paieront 2 désormais. Décision des années 1570, avec ce qu'on appelle un donative ou un don gratuit, qui est l'équivalent de ce que les gens payaient une première fois, ils vont payer 2. Prévu normalement pour 4 années, dans la réalité, valable pour toute la période jusqu'en 1729, c'est-à-dire jusqu'aux révolutions de Corse, on a le donative à payer. Bien. Puis ensuite, dans un deuxième temps, les Génois vont inventer un système de soprapio. Alors, le soprapio, c'est un impôt qui est rattaché à l'imposition directe et qui vise à payer la construction des tours, l'entretien des tours, la garnison des tours, les ponts, les routes, les couvents, etc., etc. Donc les couvents pour la question notamment scolaire, etc., etc. Les fontaines, enfin il y a toute une série, une panoplie complète, c'est-à-dire qu'on rajoute des sous. Et on a une évolution qui fait que
pratiquement, au milieu du XVIIe siècle, il y a de très grandes variantes suivant qu'on est dans une piève ou dans une autre. On paye plus ou moins cher. Malgré les impôts plus ou moins bien acceptés par les populations, la Corse du XVIIe siècle connaît une réelle embellie, avec une situation sanitaire très améliorée par rapport au siècle précédent, des épisodes de famine en nette régression, une sécurité accrue, un niveau de vie en bonne progression. Comme toujours, ce sont les notables qui profitent en premier lieu de ces améliorations, mais ceux-ci appartiennent autant au monde des villes qu'à celui des campagnes. Dans le Cap Corse, en Balagne, en Castagniccia, dans le Nebbio, des familles s'élèvent et envoient désormais leurs enfants étudier dans de grandes institutions italiennes. Le XVIIe siècle corse, il est sans révolte, il est sans jacquerie, c'est un beau XVIIe siècle. Et Gênes envoie de l'argent, comme Bruxelles aujourd'hui, on plaisante souvent sur les vaches corses, etc. On a la même chose avec Gênes dans les années 1630, qui versait de l'argent aux paysans corses ou aux propriétaires corses pour qu'ils plantent des vignes et des oliviers. Et j'ai retrouvé comme ça, dans les années 1630, des familles du Cap Corse, par exemple les Antoni à Ers, et qui reçoivent des subventions pour mettre en valeur leurs terres et en faire de vraies terres de production agricole. Dans les présides de Corse, une bourgeoisie locale est en plein essor. Si à Bonifacio, il s'agit de Génois enrichis grâce au traditionnel commerce triangulaire entre Gênes, la Corse et la Sardaigne, à Bastia, la bourgeoisie est essentiellement d'origine corse. La ville abrite ainsi une élite marchande, regroupant notamment des patrons de navires qui assurent l'entrée et la sortie des marchandises aux côtés de Cap-Corsins et de petits armateurs de Gênes ou de Livourne. Il y a aussi des familles d'exploitants agricoles qui ont obtenu des concessions dans la plaine orientale et tirent d'importants revenus de leur mise en valeur. Enfin, la cité portuaire abrite également de nombreux artisans spécialisés, que l'intensité du trafic maritime entre la capitale bastiaise et les rivages italiens a largement enrichi. Ces élites bastiaises rivalisent désormais avec les plus grandes familles génoises. Dans les faubourgs populaires du Vieux-Port, où grouillent artisans, patrons et négociants, ces élites font ériger une splendide église, dont la haute stature fait face à la cathédrale génoise de la cité fortifiée, comme un défi. Dans les campagnes voisines, en Castagniccia, dans le Nebbio, en Balagne, les notables consacrent aussi un peu de leur fortune nouvelle pour la construction de splendides édifices religieux. Ces nouvelles églises, de style baroque, remplacent alors la multitude d'édifices romans qui dataient du Moyen-Âge et qui, pour la plupart, étaient tombés en désuétude. Elles signent surtout le renouveau d'une société insulaire enfin épanouie et qui a retrouvé une certaine foi en son destin. Partout, les édifices religieux rivalisent d'architecture ouvragée, aérienne et mouvementée, et d'ornementation somptueuse et colorée. Ils expriment l'opulence et la magnificence, la joie d'une société enfin débarrassée du péril barbaresque et qui connaît une nette amélioration de ses conditions de vie. Partout, les communautés rendent grâce à Dieu et à la Vierge Marie pour leur générosité envers elle, proclamant haut et en couleur leur foi en Dieu et en une église enfin rayonnante. Même dans les petits villages de Castagniccia, comme ceux de Kasinka, qui ne peuvent rivaliser avec les grands bourgs de Balagne et qui ne comptent que quelques centaines d'âmes tout au plus, les belles constructions tout en granit s'élèvent au-dessus des toitures, plus grandioses et luxueuses que n'importe quel autre monument. La Corse semble alors tourner le dos à son passé turbulent et tourmenté et regarder vers un avenir plus serein. D'autant que de l'autre côté de la mer, Gênes connaît son siècle d'or, un siècle d'apogée et de grande richesse. Celle que l'on nomme la superbe impressionne par ses fastes, focalisant l'attention du monde méditerranéen. Sa population s'accroît rapidement, dépassant les 150 000 âmes
dès le milieu du XVIIe siècle. Tous les artistes de la Renaissance se pressent alors dans les rues bondées de la cité, qui abritent près de 200 palais somptueux. Les Génois sont les principaux banquiers de l'Europe et les grandes familles de la ville sont assises sur des fortunes colossales. Lorsqu'on parle de Gênes, on parle de deux choses différentes. On parle de l'État génois et on parle de l'autre côté des Génois en tant que famille, en tant que groupe familiaux. Il est évident que la manière dont les Génois ont accompagné d'une certaine façon la conquête de l'Amérique, la découverte de l'Amérique par les Espagnols. Les Génois se sont mis véritablement dans ces opérations, dans les opérations financières qui ont accompagné les opérations en Amérique. Et il y a un adage qui dit « l'or né en Amérique, il passe par l'Espagne et dort à Gênes ». En fait, dans la réalité, les Génois ont quitté le monde du transport, le monde de la marchandise, pour entrer dans le monde de la finance. Gênes devient effectivement la première puissance financière en Méditerranée, voire en Europe. C'est valable pour le XVIIe, c'est valable pour le XVIIIe siècle. Mais ça, c'est les Génois, c'est pas l'État génois. Le problème de l'État génois, c'est que l'État génois, lui, au contraire, il décline. Il décline. Lorsqu'on parlait des bateaux, et que j'expliquais qu'en fait, à la bataille de Lépante, la Gênes n'était présent qu'avec 3 galères. Gênes était capable, dans les batailles de Courtsault, là, ou la bataille de la Mélourgue, d'aligner 80 galères. Là, à Lépante, 3 galères. Pourquoi 3 ? Parce que les 22 autres galères génoises étaient en fait dans la réalité louées au roi d'Espagne. Donc dans la réalité, et elles ont été rachetées par le roi d'Espagne dans la foulée à Gianandrea Doria. Donc les choses sont claires là-dessus. Gênes n'est plus une puissance maritime comme elle l'a été auparavant. Elle n'est plus évidemment une puissance militaire, mais ça ne l'a jamais été véritablement. Et donc à partir de ce moment-là, elle prend le statut d'État léger. Et on a vraiment là 2 éléments totalement différents. D'un côté, l'État génois, il est visiblement sur une voie de déclin, et à côté, au contraire, le siècle des Génois, comme disent le siglo de los genoveses, pour reprendre le terme espagnol, le siècle des Génois, c'est-à-dire ce moment où Gênes domine, d'un point de vue financier, le monde méditerranéen. En effet, derrière l'apparat, les fastes des palais, l'activité bancaire florissante, les commandes somptueuses de tableaux, de sculptures, d'architecture, qui sont le fait de famille, la République de Gênes apparaît un État fragile, un colosse aux pieds d'argile, sans réel moyen de se défendre en cas d'invasion ou de conflit avec ses voisins. Le siècle des Génois est un écran de fumée, masquant la déficience d'un État sans armée et sans flotte, d'un État sans réelle économie, autre que l'activité bancaire. En cette fin de XVIIe siècle, la Corse est fière d'appartenir à ce monde clinquant de richesse et d'opulence, ne sentant peut-être pas venir un futur beaucoup plus noir et tragique, avec l'effondrement de la puissance génoise. Mais pour l'heure, la société corse vit une époque plutôt glorieuse, une époque qui voit l'émergence d'une élite locale et même d'une petite noblesse paysanne. La société fournit alors de nombreux hommes d'église, docteurs ou prêtres, d'hommes de loi, de médecins. Les classes aisées envoient leurs enfants étudier dans les plus grandes universités italiennes. Tous espèrent bientôt briguer les plus hautes fonctions administratives, qui sont encore l'exclusivité des Génois. Dans les villages, l'écart se creuse toutefois entre les pauvres gens, toujours très nombreux,
et ces notables qui rivalisent entre eux pour la maîtrise du pouvoir local et habitent des demeures qui prennent parfois l'allure de petits palais décorés de peintures et de stucs. Alors que la société s'embourgeoise, les distensions entre communautés s'affirment, constituant peu à peu le creuset d'un mouvement contestataire qui prendra forme au siècle suivant.